bonjour et bienvenue à Impact Pot. Alors moi c'est TK, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby, et je suis très content d'être là avec Théodore de Saint-Rémy, notre deuxième ligne, notre ancien racingman et maintenant éducateur diplômé. Oui, salut TK, bonne année 2024, c'est la première fois qu'on se parle dans ce pod en 2024, alors on en profite aussi pour saluer tous nos auditeurs, et je te remercie de souligner que je suis maintenant un éducateur diplômé, c'est une de mes grandes fiertés, j'encourage tous ceux qui ont mis un pied à l'école de rugby pour donner un coup de main à se former, parce que c'est absolument top, et franchement on y apprend des choses très au-delà du rugby éducatif. C'est, comme toujours avec le rugby, une aventure humaine. Oui, exactement, comme notre aventure ensemble. Donc, on fait un petit coucou à notre cher Charlie qui ne pouvait pas être là ce soir. Charlie, on pense à toi. On a beaucoup de choses à voir dans cet épisode. Bien sûr, on a tous les matchs de cette première semaine de 6 Nations. On va parler de toutes les différentes équipes, mais je pensais, pour le coup d'envoi, est-ce qu'on peut parler de Louis Rees-Zammit et son choix d'aller dans la NFL ? Si nous, on n'en parle pas, qui va en parler ? Puisqu'on est quand même le podcast rugby initié et cortiqué par un Américain. Alors là, Louis Zammit en NFL, quand j'ai appris ça, je me suis dit, c'est peut-être un 1er avril en avance. Non, c'était vrai de vrai. On sait que notre ami Richard Tarditz, lui, avait été un transfuge un petit peu accidentel dans cette discipline, et il avait été un des premiers Européens à casser la baraque là-bas. Là, c'est tout sauf accidentel. C'est certainement très, très réfléchi. Je pense qu'il y a des enjeux marketing aussi autour de ça. Personnellement, je suis quand même très dubitatif sur ses capacités de réussir dans cette ligue. Mais c'est comme le loto, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Je sais pas ce que tu en penses, toi qui connais beaucoup mieux le foot américain que moi. Mais je sais pas si tu sais, mais en fait, j'étais coach aussi. Pendant 1 an, j'ai coaché le foot américain en France. Tu vois, à Lyon, j'ai coaché l'équipe B, on va dire, qui était en 3e division à l'époque. Ce qu'on connaît de lui, dis donc, c'est un gars qui va très très vite. Et est-ce que cette vitesse, je pense que c'est d'ailleurs notre interview avec Richard Tardis, qui a dit, quand tu vas vite, les gens, ils ont envie de toi, quoi. Mais par contre, en fait, le problème, c'est qu'on a aussi eu un interview, nos chers auditeurs et écouteurs, on vous invite à écouter cet épisode avec Philippe Gardon. Philippe nous a dit que dans le foot américain, ils aiment bien les valeurs sûres aussi. Donc une personne qui a jamais vraiment joué de sport à très haut niveau, d'attaquer un nouveau sport à 22 ans, c'est quand même un peu compliqué. Lui qui a beaucoup joué pendant toute sa jeunesse, je pense qu'il avait 26 ans, 27 ans, quelque chose comme ça, quand il est allé en NFL, ils ont décidé de pas prendre le risque, entre guillemets, sur quelqu'un qui avait un peu plus d'âge, de bénéfice. L'avantage pour Zammit, c'est que il a que 23 ans, il me semble. Il est exactement la bonne taille, en fait, de taille moyenne, le poids moyenne d'un wide receiver dans la NFL. Mais en fait, ça aussi, c'est la question, c'est quelle position il va jouer. Et c'est marrant parce que tous les différentes chatboards et tout ça, mais tout le monde y a une vision différente. Il peut forcément que jouer un peu receiver. Je vois pas. Je vais pas se mettre à jouer quarterback, ni centre, etc. C'est pas possible. Par contre, il y a quand même pour moi, un vrai risque à se lancer aussi tard, parce que le football américain, c'est comme tous les sports, ça s'invente pas en 5 minutes, et si tous les mecs qui courent vite pouvaient cartonner en foot américain, ça se saurait. Même à l'époque, John Alomu avait tenté le coup, où on en avait parlé, je sais pas s'il avait vraiment tenté le coup, mais enfin, ça avait été un petit sujet, on s'était dit, il y a qu'à, parce qu'il est balèze et qu'il court vite. Non, je pense que c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça. Le foot américain, c'est un sport d'une très très grande complexité. On voit qu'il y a de nombreuses règles à connaître, on voit que les staffs sont pléthoriques, qu'il y a des dimensions stratégiques, mais qui sont encore largement supérieures en termes de nombre de combinaisons possibles au rugby, etc. Donc, moi, je doute un peu, mais je serais très heureux qu'il y réussisse, d'abord parce que c'est un challenge et qu'on est toujours content de voir quelqu'un qui réussit un challenge, et en plus, ça ferait un croisement rugby-footuesque que nous, on aime bien, donc ça très bien, essayons. Ouais, au niveau d'argent aussi, c'est pas mal pour lui, parce que même s'il n'est pas accepté dans une équipe, il est juste sur le practice squad, ça veut dire qu'il va jamais jouer un match, mais en fait, il gagnera environ 250 000 euros par an. Et si il touche un salaire de même le minimum en NFL, c'est 750 000 euros quand même. Donc, il y a des côtés financiers qui sont très intéressants. Mais je te rejoins, la seule façon que je le vois jouer, c'est en wide receiver, parce que la défense, en fait, c'est tellement, il faut avoir un bagage d'expérience et de
voir la vision de jeu que forcément il n'a pas avec sans expérience. Je pense qu'il a quand même joué au catch avec son papa, parce qu'apparemment son papa était grand fan. Donc oui, peut-être il a des mains et il a la vitesse, mais je pense qu'il va prendre minimum 10 bons kilos de muscles aussi. Ça devrait être intéressant à voir. En tout cas, c'est une grosse perte pour l'équipe du Pays de Galles. Parce que c'est quand même un des jeunes joueurs de cette équipe qui avait crevé complètement le plafond ces derniers mois, avec par ailleurs une équipe relativement vieillissante. Donc je pense que pour eux, c'est un coup dur. Tu fais bien de me rappeler qu'on parle de rugby ici dans ce podcast, donc ça c'est la bonne nouvelle. On va parler tout de suite de notre équipe de France contre Irlande. C'est le premier match de ce week-end et c'est le numéro 2 sur le World Rugby Rankings que tu aimes beaucoup, contre numéro 4. La France, nous sommes numéro 4 contre Irlande numéro 2. D'ailleurs, les filles, elles sont numéro 3 dans le monde, donc ça c'est chouette aussi pour elles. En fait, c'est marrant parce qu'on a parlé en off, mon cher Théo, par rapport à le French Rugby. Comment tu le sens? Comment tu sens maintenant? Ça fait un petit moment depuis le Coupe du Monde. Comment tu sens le French Rugby en ce moment? Bah, écoute, moi, je vais d'abord donner mon sentiment personnel et ensuite celui que je partage un peu avec des copains de temps en temps. Je pense que cette Coupe du Monde nous a laissé un peu KO debout. La cruauté de cette élimination en quart de finale, en plus, a un cheveu, comme on s'en souvient. Et le fait que quand tu perds en quart de finale, en fait, ça s'arrête complètement, c'est terminé, c'est comme un deuil. Je pense très sincèrement que pour les fans de rugby, qui sont très nombreux et qui croyaient profondément en cette équipe de France, la défaite, l'élimination a été vécue comme un deuil de passion, comme un deuil rugbystique, puisque on ne sera jamais champion du monde avec cette équipe dans laquelle on croyait. Et ça, c'est une blessure, c'est un trauma, si on utilise des termes qui sont tout à fait extrêmes pour en parler, mais qui, je trouve, illustrent un petit peu tout ce qu'on a vécu, qui restera. On voulait l'être, on ne l'est pas, c'est cruel, et on s'en souviendra toujours. On a beau cicatriser d'une blessure, quand on la regarde, elle est là. Et je pense que tous les fans de rugby en France, aujourd'hui, tous les fans authentiques, les gens qui sont habités et qui ont des globules rouges ovales dans les veines, comme nous, ils sont tous dans le même état. Donc là, on va prendre la fraîcheur du tournoi, c'est toujours extraordinaire, et on sait que démarrer le tournoi des 5 nations à l'époque et des 6 nations, c'est toujours cette approche du printemps, cette sortie d'hiver, et puis peut-être qu'on va gagner, puis peut-être qu'on va battre les Anglais et les Irlandais, et là, d'un seul coup, tout va refleurir. Mais néanmoins, nous sommes collectivement encore un peu groggy. J'ai lu un mot de Thomas Ramos qui disait qu'on arrête de nous parler de cette Coupe du Monde. Mais on peut pas arrêter de vous parler de la Coupe du Monde, Thomas Ramos. Tu rêves. Nous, on est encore groggy, et je pense que c'est partagé par beaucoup d'amoureux de rugby. Je pense que c'est intéressant parce que c'est vrai, on a besoin de changer. En fait, on a besoin de assumer cette défaite, et on a besoin de regarder ailleurs. Et c'est marrant parce que, en fait, nous, les Français, on est favoris dans ces 6 nations pour gagner le tout. Et je trouve ça assez incroyable parce que, pour moi, quand je regarde, on n'est pas le 9, on n'a pas le 10 d'habitude. C'est quand même assez marrant qu'on est favori pour gagner ces 6 nations. Si on parlait rapidement de cette équipe, alors, donc, qui manque? On sait très bien qu'Antoine Dupont, il manque. On sait aussi que Ntamak n'est pas encore disponible. Villiers n'est pas là. Vincent non plus. Nos chouchous à nous, comme les deuxième ligne, Flamand, n'est pas là. Makalou non plus. Bougarit, Gros. Il y en a beaucoup qui sont pas disponibles ou qui n'étaient pas choisis. Mais par contre, il y a des nouveaux noms aussi. Oui, je trouve que on attaque quand même cette compétition avec énormément d'inconnus, parce que les joueurs cadres qui constituaient une colonne vertébrale absolument remarquable de cette équipe, qui nous avait fait croire à la possibilité d'aller décrocher une étoile de champion du monde, ne sont pas là. Antoine Dupont, tu l'as dit, prépare les Jeux Olympiques avec France 7. Je trouve que c'est une super opportunité et c'est un très bon choix. Il va s'aérer l'esprit, il reviendra plus fort à 15, c'est absolument évident, et il sera tellement heureux de reprendre l'équipe de France à 15. Je pense que c'est un choix qui est excellent. Thibaut Flamand, on l'avait vu, était un joueur de classe qui a tout éclairé le tournoi l'année dernière et qui était un des tout meilleurs joueurs de ce tournoi, donc je pense que il va beaucoup manquer. Moi, je suis surpris que Gabin Villiers ait disparu aussi radicalement des équipes de la Coupe du Monde après l'éclosion de Louis Bielbiarré, et soit à nouveau
en dehors des clous, comme si d'un seul coup il avait plus du tout le niveau, alors que il y a même pas un an on disait qu'il était unique en son genre et que c'était presque le meilleur ailier du monde dans son style ultra polyvalent et à la fois finisseur et chien de chasse, qui avait toutes les qualités. Je suis assez surpris par ça. Et puis on a quand même également Pierre Bourgarit qui est un finisseur, un puncher absolument formidable qui est pas là, qui va nous manquer incontestablement. Ça laisse la place à des jeunes, très bien. Maintenant, de ce point de vue-là, on repart quand même un petit peu à zéro sur un grand nombre de questions sur la colonne vertébrale de cette équipe. Ce qui est intéressant, il y a quand même pas mal de Racing Men là, parce qu'il y a Thomas Laclaya, si je prononce bien, qui était à Oyonnax en pilier. Il y a 9-10, il y a un combo 9-10 de Bordeaux avec Lecoux et Jalibert, et il y a un combo 9-10 de Racing, ce qui est assez chouette quand même, Le Garec et Gibert. Donc Gibert, en fait, je connais pas. Est-ce que tu connais un peu mieux que moi? Alors Antoine Gibert, c'est un joueur, c'est vrai qui est une surprise dans ce groupe parce que il y a un an ou il y a 6 mois, on n'en parlait pas du tout. Je pense que l'absence de Romain Ntamak sur blessure forcément ouvre des perspectives, de même que l'absence d'Antoine Dupont en ouvre une autre pour Nolan Le Garec. Ce sont tous les deux des joueurs de très grand talent. Nolan Le Garec, on en parlait presque pour être dans le groupe de la Coupe du Monde, ou en tout cas comme un futur très grand. Antoine Gibert, c'est un joueur formé à la CBB comme moi, la CBB, le club de notre cher Charlie d'ailleurs, qui a ensuite migré un petit peu plus loin du côté du Racing. C'est un joueur qui a un jeu basé sur la rapidité, la qualité technique, la précision. C'est pas un gros gabarit, c'est pas un joueur qui va tout casser à lui tout seul. En revanche, effectivement, c'est vraiment un pur produit de la formation à la française, qui a tous les gestes du rugby, qui est très jeune, et je pense que sa complémentarité avec Nolan Le Garec est aussi un vrai plus, puisqu'ils se connaissent très bien, ils jouent ensemble au Racing maintenant, et donc finir un match avec une charnière Le Garec-Gibert, ça peut être effectivement une garantie de bon choix, d'automatisme et d'efficacité dans des zones de marque. Donc je pense que c'est un très bon choix. Et je dirais aussi sympa pour le Racing aussi, parce qu'un peu de compétition sur le niveau de 6 nations, c'est toujours du bien en fait pour des jeunes joueurs comme ça. Ils reviennent avec beaucoup boost d'expérience. Oui, c'est sympa, sauf que du coup, ils avaient tous leurs internationaux qui étaient là, donc ils ont perdu hier contre le Stade Toulousain, ça c'est beaucoup moins sympa. Mais ceci est un autre sujet. Oui, en plus, il y avait un que j'aimais beaucoup, c'était Baptiste Genot, le 9 de Clermont. Donc je pense qu'il était blessé en ce moment, donc c'est dommage pour lui parce que c'est un jeune joueur. J'aime bien regarder. Dans ce groupe, moi j'ai un petit clin d'œil aussi à faire à un joueur que j'aime beaucoup, que j'ai vu jouer du temps où il était à Brive et qui est maintenant à Toulon, qui s'appelle Esteban Abadi. Esteban Abadi, c'est le fils d'un très grand joueur qui s'appelait Geoffrey Abadi, qui a joué au Racing et au Stade Français, qui a été champion de France avec les deux clubs, et qui malheureusement est décédé il y a quelques années. L'association des anciens joueurs s'était mobilisée pour l'aider dans une période difficile, et puis après pour aider un petit peu son entourage. C'est un très très beau cadeau, je trouve, et un clin d'œil au paradis du rugby, de voir ce jeune garçon qui est aux portes de l'équipe de France aujourd'hui après 2 saisons particulièrement talentueuses en top 14. C'est un joueur qui a notamment un timing de sauteur en touche absolument remarquable, qui moissonne tant qu'il peut en touche dans toutes les équipes contre lesquelles il joue. Il les perturbe énormément en touche défensive. Donc bienvenue à lui, bien entendu. Et puis on a quand même la grande question de Possolo Tuilagi, qui est le fils d'Henri Tuilagi, le géant de Perpignan, qui a 19 ans, qui fait, 145 kilos ou un truc comme ça. Et j'aime bien, les coachs disent, oui, il est assez en avance physiquement. Je trouve que c'est un euphémisme. Il est en avance, effectivement, il est gaulé comme un char d'assaut à 19 ans, c'est absolument phénoménal. Donc lui, ça peut être une attraction, ce garçon. Attendons de voir ce que ça va donner, mais je suis ravi qu'il soit dans le groupe aussi. D'ailleurs, il y a Meafou qui était dans le groupe, mais qui était écarté, je pense, à cause de blessure aussi. Oui, j'ai vu des images de son papa qui faisait à manger pour toute l'équipe de France, et le mec, il est juste énorme, donc ça m'a fait,
Je suis allé sur YouTube pour regarder des vidéos de lui. Il s'appelle The Butcher, déjà, le boucher. Et les clips de lui dans les années 90, c'est un truc de ouf, quoi. Son papa, c'était un monstre. Ah, Un mais monstre Henri vivant. Tulagi était un monstre vivant, en plus un joueur de grand talent. Et puis, il a tout ce côté culturel extraordinaire, du sens de la famille élargie, du partage. Ce sont des bons vivants extraordinaires. Donc là, effectivement, il est arrivé à Marcoussis pour leur faire un cochon grillé à tous. Et il n'y a rien de tel que de se faire offrir un cochon grillé par des joueurs des îles qui ont cette culture vraiment du barbecue et qui sont tout simplement les meilleurs à ça. Quand ils sont en plus les meilleurs au rugby, c'est phénoménal et on a tellement à apprendre d'eux sur la fraternité autour du repas et du repas partagé, c'est exceptionnel. Bah écoute, si nos chers écouteurs, vous jouez toujours, ne regardez pas des clips de Henri Tulagi sur l'internet parce que ça fait vraiment peur, en fait. Tu vas arrêter tout de suite. Allez, donc, en fait, ce qui est sympa dans tout ça, c'est que on a une équipe que j'ai envie de connaître. En fait, il y a certains noms bien sûr qu'on connaît, mais il y a des noms de retour. D'ailleurs, Lebel aussi, on n'a pas parlé. Il y a des noms qu'on connaît pas. Donc moi, je regarde avec intérêt, mais aussi je trouve qu'il y a de pression qui est enlevée dans un sens aussi. Et on est libre pour perdre et libre pour gagner aussi. Oui, tout à fait. Je pense que on a derrière nous cette Coupe du Monde dont on est sorti prématurément. Maintenant, ce tournoi, si on ne gagne pas, ce sera pas la fin du monde. C'est une forme de début de deuxième mandat pour Fabien Galtier. C'est une grande revue et une porte ouverte à des nouveaux talents, peut-être aussi une porte qui va se fermer pour d'autres. On a parlé de Gabin Villiers. On a quelques joueurs très confirmés, qui sont des cadors de cette équipe et qui sont heureusement encore là, comme Damien Penaud, comme Jonathan Danty, comme Peato Movaca, etc. Et on a effectivement des grandes nouveautés. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le staff fait confiance à deux charnières qui jouent ensemble régulièrement. Et c'est un peu, je trouve, un choix de recherche d'efficacité et de justesse technique. On sait que c'est difficile d'avoir des équipes qui se connaissent quand elles ne jouent pas ensemble tout le temps. Donc, les deux couples, Loukou-Jalibert d'un côté et puis Le Garec-Gibert de l'autre, je trouve que c'est stratégiquement assez intelligent de construire ça comme ça en l'absence de Dupont et de Tamac, qui sont eux aussi finalement la charnière titulaire rêvée qui joue également ensemble quand ils sont pas blessés. Ouais. Bon, écoute, on peut parler de notre équipe de France pendant longtemps, mais c'est maintenant l'heure de parler des autres équipes aussi. Donc, notre premier match, c'est quand même un match de grande taille, parce que ça va être contre Irlande. Irlande, quand même 19 personnes qui jouent sur la même équipe. Tu parlais de cette importance de jouer ensemble. 19 joueurs de cette équipe jouent à Leinster. C'est quand même incroyable. Et aussi, il me semble, quand j'ai regardé cette équipe, j'ai trouvé que c'était juste énorme. C'est exactement la même équipe que la Coupe du Monde, avec quelques nouveaux têtes. Il y a quelques nouveaux personnes qui vont être ajoutés, mais si j'ai dit Ted Furlong, Healy, Conan Doris, Taj Byrne, Porter, James Ryan, Sheenan, Van der Flyer, en fait ça c'est juste les avant. Derrière c'est Aki, le 9 c'est Gibson Park. Il y a Keenan, Lowe, Connor Murray, Ringrose, Stockdale, c'est incroyable. En fait, bien sûr, les questions, c'est que, il n'y a pas Sexton à 10. Il y avait des noms qui me parlaient, Joey Carberry, on a parlé de lui. Il y avait Ross Byrne, mais en fait, il n'y a plus de Ross Byrne, c'est Harry Byrne. C'est son petit frère qui joue 10, qui va peut-être remplacer Sexton. Je pense qu'effectivement, la prise talent était branchée en continu dans la famille Byrne, parce que quand on a déjà Doug Byrne comme joueur et qu'on arrive à sortir un autre joueur qui joue numéro 10 et qui va aussi être international, c'est quand même assez extraordinaire. Cette équipe de l'Irlande, on en a beaucoup parlé, c'est une équipe qui n'a pas de point faible, qui n'en avait qu'un, qui était autant son point fort que son point faible, c'était Johnny Sexton, parce que son talent immense, malheureusement, positionnait cette équipe d'Irlande dans une Sexton dépendance, et il était à la fois très talentueux mais vieillissant. Et d'ailleurs, on a vu sur le match de l'élimination contre les Blacks, moi je l'ai pas trouvé inspiré sur ce match, et peut-être que c'était les matchs de trop, la compétition de trop pour lui, même si c'est horriblement cruel de dire ça, parce que c'est un immense joueur. Donc à la fois cette équipe est incroyablement forte et stable sur ces dernières années, donc ça reste une équipe absolument redoutable, mais la question de la succession de Johnny Sexton n'est absolument pas tranchée, et on sait que c'était pour cette équipe
le métronome et le facteur confiance. Ça n'a pas suffi pour les mettre sur le toit du monde, mais ça reste quand même une très grande question. Que ce soit le petit frère Burn, comme tu le dis, ou effectivement Carberry ou Jack Crowley, ils ont tous fait des piges à la place de Sexton, aucun n'a confirmé, et ils vont tous être dans l'ombre du géant. À nous d'en profiter. Ils vont forcément douter, et celui qui va arriver là vendredi prochain à Marseille contre l'équipe de France avec toute cette belle équipe autour de lui, il va avoir une énorme pression sur les épaules, et je pense que ça va être un jeu essentiellement mental et de pression mentale qu'il va falloir mettre sur ce pauvre numéro 10. Ouais, c'est dur le côté mental. Tiens, une petite correction, Carberry, il me semble qu'il n'est pas dans le groupe pour l'instant. Mais oui, donc tu parles de mental. C'est vrai qu'ils ont battu tout le monde dans leur poule, même les champions en titre, les Sudaf. Et pour perdre par 4 points contre les All Blacks. Donc en fait, qu'est-ce qui tout le monde attend? Bien sûr, c'est les contre-performances, parce qu'ils étaient déçus par leur Coupe de Monde comme nous. Est-ce qu'ils vont descendre? Est-ce qu'ils vont se chercher un peu pour remonter? Moi, j'ai un souvenir de Irlande qui était super fort dans un Six Nations, pour après, juste avant le 2019, si tu te souviens, et après dans la Coupe de Monde, ils étaient moins bien. Et là, on voit un peu la même chose. Ils étaient super forts l'année dernière. Je sais pas, est-ce qu'ils vont être capables? Nous, au moment, comme j'ai dit, c'est la France qui s'en fait quand même. Je pense qu'ils ont une équipe qui est quand même un petit peu plus complète et un petit peu plus habituée à jouer ensemble que la nôtre. Tu l'as dit, il y en a beaucoup qui jouent au Leinster ensemble. Nous, on va avoir une équipe qui va quand même être un petit peu plus expérimentale. Donc, à mon avis, ils ont un coup d'avance sur nous, sur cette dimension confiance collective qui est déjà très établie. Maintenant, voilà, sur un match, tout est possible, et ils sortent comme nous d'une déception horrible avec ce maillot vert, et donc la pression de le remettre et d'aller se poser la question de qu'est-ce qu'on fait avec ce destin d'équipe nationale en sortant d'une défaite aussi cruelle. On a une page blanche à écrire, et eux aussi en réalité. Donc les compteurs sont remis à zéro. Je pense qu'on parle plus de la Coupe du Monde, on parle plus de revanche, tout ça c'est terminé. En plus, on s'est pas affronté pendant cette Coupe du Monde. Donc finalement, regardons ça avec un œil neuf, et puis que le meilleur gagne, tout simplement. Oui, tu parlais de l'expérience de cette équipe. Il faut dire, ils ont 3 joueurs avec plus de 100 caps, ce qui est quand même assez incroyable. Très impressionnant. Ouais, notamment le capitaine qui a pris le rôle de Sexton, c'est Peter O'Mahony. Donc voilà, c'est le premier match pour nous. Ici en France, l'année dernière, on avait perdu chez eux un match on était plutôt très bien. C'était juste qu'eux, ils étaient mieux chez eux. C'était un peu normal. Donc j'espère que ça va exactement comme ça pour nous cette année. Oui, et puis c'est à Marseille, puisque cette année le Stade de France n'est pas disponible, puisqu'il fait peau neuve pour les Jeux Olympiques. Donc ça va être aussi un contexte assez inhabituel pour l'équipe de France sur ce tournoi destination, de jouer en province. Mais je pense que ça va aussi galvaniser le public de ces villes qui vont être tellement heureux de recevoir pour la première fois les matchs du tournoi destination ailleurs en province. Donc faut tabler là-dessus. Je pense que le public marseillais a montré de maintes fois qu'il y avait une grande passion pour le rugby au-delà du ballon rond dans le stade Vélodrome. Et on compte bien sur ceux qui seront dans le stade pour foutre un gros coup de pression aux Irlandais qui se disent « Oula, on n'est pas effectivement à Dublin là, pas du tout même ». Allez, si on parlait de deuxième match, on a Italie contre Angleterre chez eux. On a un nouveau coach ici, c'est Queseda, l'ancien coach de Stade Français, l'Argentin. Pour l'équipe d'Italie, il y a plein de noms qu'on connaît très bien. Fischetti, le première ligne, Nico Terra aussi, les frères Cannon, Lamaro, qu'on aime beaucoup avec son énergie, Sébastien Negri aussi. En 9, il y a Garbassi qui est le frère de Paolo Garbassi, le 10. Tommaso Alain aussi qui joue à Perpignan. Centre, il y a Brex et Menoncello. Ça, c'est des noms connus. Aussi, dans les dernières lignes, on a Bruno Capuzzo, bien sûr, et Ioni. Donc, en fait, c'est une équipe qu'on connaît pas mal. Oui, cette équipe a montré aussi les progrès qu'elle a fait ces dernières années. Elle a toujours le problème de crever le plafond de verre, de faire mieux qu'une victoire de temps en temps contre l'Écosse, on va dire, ou contre le Pays de Galles. On sait qu'ils en avaient fait une fantastique il n'y a pas si longtemps avec cet essai extraordinaire d'Ange Capuzzo qui l'avait fait un petit peu exploser au nez de la planète rugby.
Maintenant, leur malheur, c'est qu'ils commencent par les Anglais. Les Anglais qui ont fini quand même 3e de la Coupe du Monde, qui ont une équipe très solide, hein, en dépit de la déculottée qu'ils avaient pris contre les Français l'année dernière à Twickenham. Ils ont quand même montré que cette défaite cataclysmique était un accident de parcours, puisque dans la foulée, ils ont rappelé à tout le monde qu'ils étaient une grande équipe, qui n'était pas très loin d'être en finale de la Coupe du Monde et qui a quand même gagné la petite finale. Donc pour les Italiens, à nouveau, ça va être compliqué. C'est à domicile pour eux. Objectif, toujours un peu pareil. Limiter la casse, exister et pas partir sur le deuxième match avec trop de points dans les valises. Italie quand même qu'ils ont bien fait face contre nous d'ailleurs. Il me semble que c'était 25-19, quelque chose comme ça, pour nous le premier match. Donc, et on a gagné vraiment dans les dernières minutes de mémoire. Dans les 5 dernières minutes, on avait un essai qui nous a épargné, on va dire, un défaite. Oui, c'est vrai. Néanmoins, tu sais que ce sont toujours des confrontations très particulières, France-Italie. Je ne sais pas pourquoi exactement, mais on n'arrive pas à faire des grands matchs contre eux, ou en tout cas, ils arrivent parfaitement à nous faire déjouer. Et je pense que les matchs France-Italie sont pas le bon témoin pour voir le niveau de l'Italie. Et finalement, c'est plus contre les nations britanniques que leur vrai niveau se révèle. Ils ont quand même un train de retard et ils sont pas dans le wagon de tête de ce tournoi à destination, donc quoi qu'il arrive, ce sera très difficile contre les Anglais. Ce qui est intéressant, c'est que le Benetton, en fait, ils sont pas trop mal dans le Challenge Cup. Ils ont gagné 3 matchs sur 4. Donc, c'est intéressant de voir les Italiens bien sûr, c'est, on va dire, deuxième rang au niveau des différents clubs, mais c'est intéressant de les voir pas mal à ce niveau-là, quand même. On en reparlera après ce week-end. J'espère que le score sera pas trop large, mais la victoire des Anglais me paraît quand même assez certaine. Oui, bon, on va parler des Anglais. Alors, England, qui n'ont pas leur Farrell, qui va venir chez toi d'ailleurs. Apparemment, Racing, on va parler de ça plus tard. Beaucoup de nouveaux têtes aussi. En gros, oui, on a des vieux qu'on connaît, Dan Cole, Itoje, Marler, Elias Gange que j'aime beaucoup, Jamie George qui est le capitaine, Sam Underhill aussi, Danny Kerr, Elliot Day. En fait, ça, c'est des noms. Slade, c'est des noms. George Ford aussi, c'est des noms qu'on connaît très très bien. Ils ont une jeune génération maintenant qu'on pense, en fait, avec Marcus Smith, Freddie Stewart, le 15, qui est juste incroyable, Ben Curry, Theo Dunn aussi, deuxième ligne, Ben Earl, c'est quand même des nouveaux, ils ont 24-25 ans, c'est une nouvelle génération aussi, et ils ont pris de la confiance. Eux, pendant la Coupe du Monde, ils ont pris de la confiance, comme tu dis, eux, ils se voient 3e dans le monde. Ouais, ils ont raison. Faut toujours essayer de s'y voir. La question, c'est qu'on fait les comptes à la fin de la foire, au moment où on compte les bouses, comme dit le proverbe de la Cambrousse. Merci, tu me sur le bien papier, des choses en français, là, c'est ils ont sur le papier à nouveau, voilà, et comme toujours une très belle équipe. C'est vrai qu'on va même avoir la joie de voir un cousin de Maro Itoje, hein, puisque il y a un pilier qui s'appelle Obano, qui est son cousin. Alors je ne sais pas à quel degré, mais en tout cas c'est comme ça qu'il est présenté. J'espère qu'il est moins bon que lui, parce que Itoje nous a quand même souvent cassé les pieds. Mais voilà, je pense que l'arrivée de jeunes joueurs dans cette équipe, elle a déjà fait ses preuves un petit peu à la Coupe du Monde. C'est une équipe qui est en construction, en perpétuel renouvellement. N'oublions pas, voilà, que les Anglais restent les inventeurs de ce sport, avec une culture du jeu d'avant et une culture du jeu complet qui est grande. Donc, je pense qu'à nouveau, ils seront très présents sur ce tournoi, et je vois pas pourquoi on serait plus favoris que les Anglais sur le tournoi. Pour moi, c'est une compétition qui s'ouvre en étant extrêmement ouverte. Ouais, et c'est intéressant parce que je suis pas sûr si tu as vu sur Netflix le nouveau série Full Contact, mais ils ont aussi cette culture de la violence aussi. Quand tu écoutes en fait les capitaines c'était Farrell en fait quand il parle, il dit on va les montrer, et c'est pas gentil en fait la façon qu'il dit, avec beaucoup de violence. Tu vois, quand tu as Gelfico qui explique certaines choses, il dit ok les gars, il faut qu'on soit à l'auteur et tout ça, mais Farrell il est là en train de dire mais non, on est là pour les tabasser. Nos adversaires, et oui, bien sûr, c'est pas inconnu ce type de langage, mais c'est juste intéressant que
que moi, quand j'en les entends parler, je dis ah ouais, mais non, c'est question de violence, parce qu'il y avait le coach d'Italie qui dit allez, Mon, il est où la violence en fait? Et en Angleterre, ils ont cette culture de violence, et c'est très très entranché chez eux, que si tu joues contre les Anglais, ils ont envie de te faire mal. Oui, c'est tout à fait ça. C'est dans leur culture, cette culture du jeu d'avant, où on est là pour passer sur le corps des adversaires. C'est très clair. Après, le côté britannique, là aussi, sur l'image d'Épinal, de la puissance dominante à l'époque de l'Empire, etc., n'est pas étrangère à cette approche, finalement, d'une nation qui est là pour dominer son sujet, au rugby comme dans les colonies. C'est évidemment un raccourci historique qui pourrait être tout à fait contesté, parce qu'il est par définition contestable, mais ça fait partie du jeu, de la culture, et puis on regarde... même dans le cinéma aujourd'hui, voilà, tu regardes Master et Commander, tu vois bien que sur les bateaux à l'époque de la Royal Navy, ils n'étaient pas là pour plaisanter non plus. C'est dans leur culture, ça fait partie de l'ADN anglais. C'est pour ça qu'ils sont toujours redoutables et extrêmement difficiles à jouer, et que voilà, quand on rentre sur un terrain de rugby contre les Anglais, comme disait Daniel Aero, on sait comment on rentre, on sait pas trop comment on sort. Ouais, et c'est marrant parce que c'est pas des gentlemen en face, je trouve, hein. C'est quand même des costauds. Pas tous, en tout cas. Ouais, c'est vraiment quand même des costauds qui sont là pour faire mal. Bon, bref, on passe au troisième match de le week-end, c'est Pays de Galles contre l'Écosse. On va parler de Pays de Galles. Bon, on sait très bien qu'ils n'ont pas leur Greased Lightning qui est parti. Et en fait, mais c'est dingue, quand je regarde cette équipe, il y a 12 sur le 36 qui sont nommés, qui ont moins de 2 caps. 12. C'est pas du tout surprenant. Toute la saison dernière, dans l'analyse du tournoi, on pointait du doigt la fin de cycle de l'effectif gallois. Donc, qui dit fin de cycle dit début de cycle juste après, parce que sinon il y a plus de rugby, il y a plus d'équipe. Donc, ils sont bien obligés d'aller chercher des jeunes joueurs qu'il va falloir aguerrir. On est très content de les découvrir, parce que voir des nouveaux joueurs, c'est toujours un grand plaisir pour les amateurs de rugby. Le Pays de Galles, qui reste un tout petit pays, hein, c'est plus petit que la Bretagne en nombre d'habitants, ne l'oublions jamais, est néanmoins un pourvoyeur de grands champions depuis de très nombreuses années. Donc, espérons que des cadors du rugby mondial sont parmi ces jeunes joueurs qui ont 0, 1 ou 2 caps, et qui vont avoir à cœur de montrer que le Pays de Galles n'est pas mort, et qu'ils ont beau être en fin de cycle, ils ont bien l'intention de commencer un nouveau cycle. Ce qui est incroyable, c'est Warren Gatland, il va jusqu'au bout, hein, son capitaine, 21 ans, c'est Daf Jenkins, un deuxième ligne qu'on aime bien. Moi, j'avais attendu Jack Morgan, qui a bien joué dans ce Coupe du Monde, mais en fait, apparemment, il est blessé. Donc, on voit que il mise complètement sur la jeunesse, et c'est normal, hein, comme tu le dis, c'est complètement normal pour cette jeune équipe. Ils ont quand même pas mal joué pendant la Coupe du Monde. Ils ont perdu en quart contre l'Argentine, mais ils ont gagné leurs 4 matchs dans le pool avec Fidji, Géorgie et tout le reste. Ouais, absolument. Ils ont fait une Coupe du Monde tout à fait présentable. Maintenant, c'est vrai qu'ils ont perdu contre les Argentins, comme tu l'as dit. Ça prouve aussi qu'ils sont pas tout à fait dans le premier wagon. Une équipe qui peut-être est dans le premier wagon, c'est l'Écosse, parce que quand même, une grande équipe de l'Écosse en ce moment, c'est un très bon génération chez eux. Si on parle des frères Ferguson, il reste quand même un Richie Gray qui est toujours là. Il y a WP Nell qui a 37 ans. T'imagines jouer à 37 ans à ce niveau-là en pilier. Wow. Schumann, c'est quelqu'un qu'on connaît bien aussi. Richie, Darcy Graham, Hugh Jones, Kinghorn qui joue super bien à Toulouse en ce moment. Ali Price, Finn Russell bien sûr, Stein, Van der Mel et Ben White. Là, il y a pas mal de noms, mais malheureusement, il n'y a pas notre chouchou, Hamish Watson. J'aime beaucoup aussi un petit nouveau qui s'appelle Alec Hepburn, peut-être est-ce un descendant de l'actrice bien connue des cinéphiles. J'aime bien voir ces noms parfois qui nous rappellent à d'autres références de la vie du monde britannique. Moi, ce que j'adore dans cette équipe, et j'ai été déçu qu'ils fassent pas mieux à la Coupe du Monde, bien entendu, mais je suis un fou notamment de leur ailier Van der Merwe, qui est écossais comme moi je suis polonais, parce qu'il est quand même sud-africain, mais c'est pas grave, avec les règles du rugby international, il a le droit de jouer pour cette équipe, et Dieu sait qu'il a prouvé qu'il était en capacité de tout donner pour ce maillot. C'est un joueur vraiment que j'adore voir jouer, et pour moi, si Van der Merwe va bien, l'équipe d'Écosse va bien.
Voilà. Donc, c'est vraiment une équipe qui a besoin de se reposer sur 2 ou 3 cadors qui ont des potentiels extraordinaires. L'autre ailier, d'ailleurs, Stein, est pas mauvais non plus. Hein. C'est un peu la copie conforme, d'ailleurs, de Van der Merwe, puisque c'est lui aussi un Sudaf. Mais pour moi, ils ont quelque chose à faire, peut-être une épingle à tirer du jeu, parce que eux, finalement, la Coupe du Monde, je pense qu'ils y croyaient pas à la gagner. Ils sont en croissance, ils sont en renouvellement aussi de leur rugby, et peut-être que eux, ils sont sur un chemin plus long et qu'ils n'ont pas à gérer cette déception d'avoir perdu, cette frustration, parce que de toute façon, c'était pas dans les plans. Alors attention que ce soit pas l'équipe surprise de cette compétition. Oui, je suis d'accord, mais on les aime bien quand même, les Écossais, parce que bon, ils ont gagné leurs 2 premiers matchs l'année dernière contre Pays de Galles et contre l'Angleterre. Donc ça, c'était quand même inconnu pour eux. Donc peut-être ils ont pris un peu de confiance. Ils ont plutôt bien joué contre l'Afrique du Sud aussi pendant la Coupe du Monde, même si c'était difficile de faire quoi que ce soit contre cette équipe. Ils ont quand même fait quelque chose. Donc bon, ils ont pas perdu par beaucoup, on va la dire plutôt comme ça, on va dire gentiment. Mais oui, c'est toujours une équipe que j'aime bien jouer, surtout parce qu'il y a Finn Russell. Finn Russell qui est à la fois leur meilleure arme et parfois le fossoyeur des ambitions avec ces fameuses passes à plat qui sont acquis tout double. Et la difficulté maintenant, c'est que quand même les adversaires le connaissent bien. Donc il faut qu'il fasse très attention parce que ça lui a joué des tours à plusieurs reprises dans des situations soit avec son maillot de club, soit avec son maillot d'équipe nationale. Et il est à la fois extraordinaire et à la fois il est aussi son propre danger. Bon, sur ces paroles, est-ce qu'il va gagner ce match entre Pays de Galles et Écosse? Moi, je vois bien l'Écosse faire un coup. Moi parce aussi. que je trouve qu'ils sont sur une trajectoire et sur une tendance qu'un succès au Pays de Galles viendrait bien confirmer. On ferait une équipe un peu vraiment à craindre pour la suite du tournoi. Ce serait très chouette. Maintenant, là aussi, ça reste très ouvert. C'est à Cardiff. On sait qu'à Cardiff, il est difficile de battre les Gallois, même sur une équipe jeune. Et après Angleterre-Italie. Italie et Angleterre, je devrais dire. Bon, l'Angleterre va gagner. La question, c'est le nombre de points. Et pour nous, France ou Irlande? Si le cœur parle, la France gagne. Voilà, c'est exactement ça. Écoute, je sais que c'est ce que tu voulais entendre. Exactement. Écoute, avant de clôturer, en fait, je voulais faire ma petite deuxième minute américaine, si je peux. En fait, tu sais qui va avoir une équipe MLR, Major League Rugby, en fait, la ligue nationale aux États-Unis, qui va avoir une équipe? Tu veux dire, il y a une équipe dans une nouvelle ville? Une nouvelle ville? Ok, non, je sais pas. Charlotte, en fait, d'où je viens, en Caroline du Nord, ils vont avoir une équipe. Donc, c'est assez drôle. Incroyable. C'est incroyable. Est-ce qu'ils t'ont contacté pour que tu les coaches un peu? Tu penses? C'est assez incroyable parce que, écoute-moi ça, ils ont annoncé le truc en janvier. Ils disent, on va commencer à jouer en mars. On n'a pas de coach, on n'a pas de roster, on n'a rien. C'est un truc de dingue. J'ai jamais vu un truc pareil. Apparemment, il y a 2 joueurs qui sont signés. Ils vont faire une équipe comme ça en 3 mois pour jouer dans les MLR. Donc bon. Attends, je vérifie mon téléphone. Écoute, ils m'ont pas appelé. je comprends pas. C'est un truc de dingue. Visiblement. mais t'imagines, en fait, Charlotte, c'est quand même le 15e ville le plus grand aux États-Unis. C'est comme à Montpellier ou en Avignon, on va dire, en France. C'est près de 900 000 personnes. Mais t'imagines, et j'ai regardé, je dis, c'est intéressant. J'ai pas entendu beaucoup de choses. Je regarde dans comment vont-ils s'appeler? Ça va être le Anthem, je sais pas pourquoi, Anthem quoi. Et Anthem Rugby Club. Et en fait, c'est marrant parce que j'ai tapé dans les 2 journaux locaux et il y avait rien, il y avait même pas un article sur le truc. Donc je suis assez surpris. Donc bon, on va voir. Quand même, il y a New York qui n'a plus d'équipe, il y a je pense Toronto aussi qui n'ont pas d'équipe cette année. Donc oui, je suis un peu curieux pour savoir est-ce que ça va vraiment fonctionner ce truc à Charlotte. Je suis super content si ça fonctionne. Bon, mais 0 article dans le Charlotte Observer, je trouve ça assez fou quand même. Et on a toujours les genoux coupables de Los Angeles. Oui, il y a toujours les Guillotinis et ils ont quelqu'un que nous, on a interviewé ici sur ce pack de potes. C'est Joe Tuafete, donc qui a joué à Lyon, qui maintenant joue à LA pour être plus proche de la famille. Effectivement, c'est beaucoup plus près. Allez, mon cher Théo, est-ce que tu as d'autres choses pour cet épisode? Moi, je voulais juste prendre une petite seconde
sur 2 événements majeurs du week-end, puisque les Italiens galèrent en rugby, mais en revanche, tu as vu que c'est un Italien qui a remporté pour la première fois l'Open d'Australie de tennis. Jannik Sinner, un joueur de 22 ans absolument magnifique à mes yeux, qui a sorti Djokovic en demi-finale, et qui a ensuite battu Medvedev en finale après avoir été mené 2-7-0. Il a gagné les 3 suivants pour s'imposer en 5-7. C'est une performance remarquable et qui fait rêver. Tout est possible. Ce garçon n'a que 22 ans et je trouve que ça fait tout simplement plaisir de voir des jeunes joueurs comme ça qui prennent leurs responsabilités et qui deviennent des grands. C'est inspirant et c'est beau. Et puis l'équipe de France du handball qui m'a fait rêver également. Je sais pas si tu as suivi la demi-finale d'abord avec Elohim Prandi qui a mis un but absolument incroyable à l'ultime seconde du temps réglementaire pour arracher la prolongation. Ils ont battu les Suédois en demi et ils ont également battu les Danois cette fois en finale après prolongation également. Ils sont donc champions d'Europe pour attaquer la campagne olympique avec un statut peut-être de favori ou en tout cas d'épouvantail. Magnifique sport que le hand qui nous fait souvent penser au rugby tant la dimension collective est importante, la dimension des gabarits, des combats collectifs et individuels, de l'intelligence là aussi et de la complémentarité et de la technique et du physique. Donc chapeau à eux et voilà, quand le rugby parfois nous laisse tranquilles, on a l'autre sport co préféré des Français après le foot peut-être, mais sport co et de combat qui nous a fait rêver. Donc un grand clin d'œil à la France du handball, surtout que les filles également avaient été titrées quelques semaines auparavant. Bah merci pour tout ça parce que honnêtement j'avais pas vu, j'étais trop focalisé j'ai regardé le NFL Playoffs. Maintenant en fait c'est on peut pas tout regarder. Ah oui, non, c'est des Kansas City Chiefs qui vont jouer contre les San Francisco 49ers. Donc moi personnellement je suis quand même Patrick Mahomes, c'est quand même le monsieur en ce moment à mes yeux. Donc bon je pense qu'ils vont potentiellement gagner, à savoir en 2 semaines. C'est quand le Super Bowl? Le final va être le 12 février. Ok. 49ers qui était l'ancien club de Joe Montana. Si exactement. Désolé que c'est Cincinnati Bengals n'est pas là. Allez, on va parler. Parle pas de ça. Allez, on y va. C'est tout bon pour aujourd'hui. Merci à toi, mon cher copain. Ça fait vraiment plaisir de te voir. Et on peut encore un petit coucou à notre cher Charlie et à vous, nos chers écouteurs. Ça fait vraiment plaisir de vous retrouver. N'hésitez pas à partager avec vos copains et vos copines, avec vos coéquipiers et vos tantes et vos oncles et toutes ces bonnes personnes cet épisode pour parler de 6 nations. À très bientôt, dans une semaine. Oui, salut à tous et merci mon cher Thierry pour ta fidélité et on embrasse notre Charlie. Bye bye. Bye bye.